j'ai le plaisir d'inviter M. Sun Yat-sen, invité d'honneur, à se présenter, puis à partager son parcours unique et sa sagesse infinie. No pressure, Sun. Yeah. La parole est à toi. Woo! Thanks, man. Oh, all right. Je ne peux pas accoter la règle, malheureusement, mais je vais faire ce que je peux. Je suis un chercheur en matière de protection de la vie privée et de la sécurité. Je suis aussi un YouTuber et le fondateur de SuperBacked. Laissez-moi voir comment ça marche. All right. J'aimerais ça vous parler un peu de mon histoire. Il y a à peu près 3 ans, je présentais à Creative Mornings. Le thème était le silence, puis j'avais un peu hacké le thème pour parler de vie privée, un sujet qui était très important pour moi. Essentiellement, ce que je réalisais à l'époque, c'est qu'on était de plus en plus traqués. Et moi-même, comme technologue, je contribuais à ce tracking-là. J'avais une entreprise d'analytics. C'est plus le cas. Essentiellement, ce que ça m'a amené à réaliser, c'est qu'on avait des appareils intelligents connectés à la maison, que ce soit des devices Alexa, Echo, qui peuvent littéralement nous écouter, qu'on utilise pour plein de raisons, que ce soit pour commander des produits, que ce soit pour dim the lights down, because shit's about to get crazy, right? On commençait même à mettre des caméras de surveillance dans nos maisons pour surveiller nos maisons ou nos enfants. Il y a des hackers qui, évidemment, ont pu hacker ça. Maintenant, j'aimerais savoir qui d'entre vous utilise au moins une de ces technologies-là à tous les jours. All right. Chacune de celles-ci n'a pas ce qu'on appelle de l'encryption point à point par défaut. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on fait sur ces applications-là est transmis à ces fournisseurs-là. Évidemment, c'est encrypté dans le transport, mais c'est ensuite sauvegardé dans des énormes ensembles de données, souvent à tout jamais. Évidemment, et heureusement, maintenant, il y a CCPA, GDPR, ceux-là au Canada que je ne suis même pas capable de prononcer. Mais tous ces systèmes de protection-là, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ces entreprises-là suppriment réellement les données? La législation varie énormément. Ce que Edward Snowden nous a amené à réaliser, puis j'aimerais ça le remercier, c'est que ce n'est pas juste une question de l'État va nous protéger ou les grandes entreprises vont être conformes. Essentiellement, toutes ces données-là sont à la disposition de beaucoup plus d'individus ou de gouvernements qu'on pense. Puis, ça peut être dangereux. Puis souvent, quand ça devient dangereux, il est trop tard. Maintenant, un exemple un petit peu moins dramatique, c'est les révélations de Christopher dans le contexte de Cambridge Analytica, où ces ensembles de données-là ont été utilisés légalement, quand ça s'est fait, pour manipuler des élections. Donc, on parle ici d'atteinte même à notre démocratie, quelque chose que 100% des gens ici, j'imagine, tiennent à cœur. En Chine, on a des systèmes de reconnaissance faciale partout qui suivent les citoyens. Si tu n'es pas un citoyen obéissant, l'État le sait et tu es puni. Tu as un ranking social qui baisse, puis paraîtrait-il que tes enfants ne peuvent pas aller dans des bonnes écoles, et souvent pire. On peut s'imaginer, puis j'imagine que dans vos têtes, il y a quelque chose en ce moment qui est Sun. On est dans le Vieux-Port de Montréal, on est au Canada. Tout va bien, right? C'est vrai jusqu'à ce que ça ne le soit plus, puis c'est vraiment ça que les gens à Hong Kong ont vécu. Donc, à Hong Kong, les gens utilisaient des parapluies pour se cacher des caméras de surveillance, mais aussi pour se cacher du pepper spray. Puis, je ne sais pas si vous savez pourquoi ils manifestaient, mais ils manifestaient pour leur souveraineté, pour la souveraineté de la ville-État de Hong Kong, puis ils se battaient pour la démocratie. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bien, quand j'ai donné ce talk-là à Creative Morning, en tant que technologue, je voyais ces flux de données-là circuler. Puis je réalisais à quel point on est toutes des personnes occupées, on est toutes des personnes affairées à autre chose que se poser cette question-là de où toutes ces données-là vont. Ça m'a amené à réaliser aussi qu'en tant que technologue, je pouvais faire quelque chose. Donc, en donnant ce talk-là à Creative Morning, j'ai réalisé que les gens semblaient care. Puis je n'étais pas sûr, en toute transparence, je pensais donner ce talk-là, puis tout le monde allait me bailler d'en face, là. Mais les gens étaient intéressés, puis j'ai créé une chaîne YouTube.
c'est un défi que je me suis donné à la fin de cette conférence-là. Je me suis dit, je vais essayer d'éduquer les gens sur qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que j'ai créé un premier épisode sur comment protéger macOS, autant d'un point de vue vie privée que sécurité. Souvent, les défauts ne sont pas extraordinaires. Ça m'a amené à être un petit peu fou puis à publier en haut de 140 épisodes qui ont été vus partout à travers le monde. Ça m'a permis de rencontrer des personnes légendaires, dont le cofondateur de Trésor, le premier hardware wallet en crypto. J'ai eu la chance d'être sur des appels face à face avec Sergey, qui est un des meilleurs experts mondiaux en matière de reverse engineering, de puces de sécurité, et bien d'autres. Ça m'a aussi amené à essentiellement ouvrir un paquet de portes dont je vais peut-être vous parler, mais je n'ai pas beaucoup de temps, fait qu'il faut sûrement que j'accélère, mais je vous laisse sur cette slide-là un moment. Il y a des fournisseurs qui sont beaucoup meilleurs que d'autres. Signal pour la messagerie, Firefox pour naviguer le web, DuckDuckGo pour tout ce qui est recherche, ProtonMail et Signal Stories pour rester près des gens qu'on aime. Je ne suis pas en train de dire, by the way, que la technologie, c'est méchant et qu'il ne faut plus utiliser la technologie. Évidemment, on va continuer. Mais il y a des entreprises qui travaillent pour nous et qui care about privacy. Donc, la chaîne YouTube a amassé en haut de 2,6 millions de vues, en haut de 200 000 heures d'écoute, 39 500 subscribers et plus. Mon rêve, c'était d'en faire un peu mon travail. Puis ce que j'ai vite réalisé, c'est que même avec ces chiffres-là, tu ne gagnes pas pantoute ta vie sur YouTube. Là. Fait un truc que je n'avais pas encore exploré, je suis un très, très late bloomer, c'est Bitcoin. Évidemment, mon audience étant sensible à la vie privée, ils n'allaient pas nécessairement me partager leur carte de crédit puis leur PII. Fait que je voulais être capable de recevoir des dons. Fait que j'ai plongé un peu dans l'univers de Bitcoin, puis comme tout le monde qui a fait ça, qui ici sait c'est quoi Bitcoin? Okay. Dites pas si vous en avez, c'est pas une bonne idée. Ce que j'ai réalisé vite, puis on vient de vivre ça récemment avec FTX, c'est que la plupart des gens utilisent des trucs comme accéder, sont habitués de mettre un mot de passe et d'avoir accès à leur argent. Bon, we won't talk more about that, mais on voit avec les banques américaines que l'argent, c'est pas ce qu'on pense. Mais essentiellement, ce que FTX nous a appris, c'est qu'il ne faut pas mettre notre Bitcoin ou crypto sur les échanges. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un hardware wallet. Ici, on a un Cold Card développé à Toronto. On a un Trésor développé en République tchèque, puis un Ledger en France. Ces appareils-là, essentiellement, détiennent des secrets, notamment cette phrase de récupération-là, qui pourrait contenir $1 milliard. T'sais. Puis on nous demande de la mettre sur une feuille. C'est quelque chose qui m'a toujours fait flipper. J'étais comme, ben non, je ne vais pas mettre genre ça sur une feuille, elle peut brûler, je peux la perdre, quelqu'un peut la voler. Puis ça, maintenant, ça ne s'applique pas juste à la crypto. Je suis vraiment content. Je ne sais pas si on peut truster Apple, mais je suis content qu'Apple, maintenant, vient de release iCloud avec Advanced Data Protection. C'est une façon d'encrypter les données à même nos appareils avant qu'ils soient téléversés vers les serveurs d'Apple. Donc, théoriquement, ça veut dire qu'Apple ne peut pas voir ces données-là. Mais ça veut aussi dire que cette époque-là où someone had our back, right? Où on pouvait compter sur « j'ai oublié mon mot de passe ». Ces trucs-là, ça n'existe plus. Maintenant, on commence à être de plus en plus souverain technologiquement parlant, puis c'est extraordinaire. Mais ça veut aussi dire qu'on détient les clés. La responsabilité est souvent de plus en plus sur nous. Donc, armé un peu de ce changement-là macro au niveau de l'écosystème technologique, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Superbacked. Cette entreprise-là permet de protéger ces secrets-là, de créer des ensembles distribués de backup qui sont protégés par un mot de passe, mais qui permettent aussi d'utiliser la sécurité physique. On parle souvent de cybersécurité. Mon avis, c'est que si les données sont sur Internet ou accessibles via Internet, c'est déjà très dangereux. Donc, Superbacked a besoin de 2 de 3 blocs physiques pour pouvoir récupérer le secret. Puis, c'est quelque chose qui est très puissant dans le contexte de la gestion successorale. On peut imaginer que bientôt, toutes nos photos de famille vont être sur iCloud. Si on tient à notre vie privée, on va vouloir les encrypter à même nos appareils. Ça veut dire que si tu perds ce mot de passe-là, tu viens de perdre tout ton patrimoine familial. Peut-être que tu viens de perdre toute ta crypto. Donc, essentiellement, un des blocs peut être partagé parmi les héritiers, un autre peut être mis dans un coffret de sûreté à la banque, puis le troisième, il s'adresse à vous. Il s'adresse aux notaires et aux avocats. Je pense que vous avez un rôle vraiment privilégié dans la protection de ces secrets-là. Et je pense que ça c'est en plein changement. Je pense que les gens vont venir à vous de plus en plus. Je pense que le rôle de l'avocat, de l'individu, qui a Client Attorney Privilege, est extrêmement bien adapté à sauvegarder ces types de secrets-là, puis agir de police d'assurance si on veut. Il n'y a plus de « forget my password », c'est « go see my lawyer », selon moi.
Bref, j'ai donné un talk à l'Association professionnelle des notaires, puis ça a un peu confirmé que tout ça était en train de se passer. Donc, si on revient un peu à ces ensembles de données énormes-là, ça fait des dizaines d'années qu'on contribue des données extrêmement sensibles sur nous. Imaginez ce que vous avez search dans Google, souvent en étant logged in. J'aimerais ça vous laisser sur cette idée-là qui me traumatise un petit peu. Les gens commencent à réaliser le plein potentiel de l'intelligence artificielle, ce que ChatGPT peut faire pour nous. Bien, imaginez ce que ChatGPT peut faire si on prend toutes ces données-là et qu'on les met à la disposition de moteurs d'intelligence artificielle comme ça. Le AI nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes, puis c'est plus de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Donc, faites attention à ce que vous partagez en ligne. Je pense qu'ensemble, en tant que technologue puis en tant qu'avocat, on a un rôle important sur créer le monde qu'on veut demain. Puis, c'est un des sujets de la conférence, donc bonne conférence.